Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jérôme Gage, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors les motions de censure de LFI se succèdent à l'Assemblée, la dernière a été rejetée comme les autres hier soir, alors que ce soit sur le budget, sur le social, la laïcité, l'antisémitisme ou encore Israël, la NUPES est-elle vraiment à l'unisson sur ces dossiers sur les autres? Le salut de la gauche passe-t-elle par ce que Jean-Christophe Cambadélis, votre ancien premier secrétaire, appelle la mélanchénisation des esprits? Et au-delà, quid de l'avenir de la gauche et du Parti socialiste à un peu plus d'un mois de votre prochain congrès? Mais pour commencer, Jérôme Gage, l'actualité, c'est la Coupe du Monde. Comment vivez-vous cette accession de la France en finale? On est à quelques minutes du coup d'envoi d'une finale de Coupe du Monde, et donc moi je vais pas bouder mon plaisir. Ouais. Pas de langue de bois. Pas de boycott. Non, mais moi j'étais très clair depuis le début sur cette histoire de boycott. C'est-à-dire que j'étais favorable à un boycott diplomatique, je vais y revenir dans un instant, mais le foot c'est irrationnel, l'amour qu'on peut avoir pour le foot, et la Coupe du Monde c'est le Graal du foot, et donc c'est un moment de communion nationale, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment de concorde. Donc moi je suis content que l'équipe de France soit en finale, j'espère qu'elle va gagner tout à l'heure, et j'ajoute, petit vœu supplémentaire, j'adorerais qu'Antoine Griezmann mette un but, parce que je trouve qu'il a été un excellent joueur, un peu discret pendant toute cette Coupe du Monde. Enfin en tous les cas il n'a pas marqué de but, mais il a été essentiel dans le dispositif de jeu. Voilà, donc moi j'aime le foot, mais je reviens sur l'histoire du boycott diplomatique. On parlera du boycott après d'abord. D'abord cette finale de France-Argentine, c'est quoi? C'est un match pour l'histoire? C'est un roman français aussi? Mais bien sûr que c'est un roman français, parce que je le disais, le foot, il y a cette part des tripes, il y a cette part de l'irrationnel, il y a cette magie, et puis on a une affiche de rêve. L'équipe de France qui est au sommet, au firmament du foot depuis maintenant une dizaine d'années. Et jouer deux finales de Coupe du Monde successives et avoir la possibilité de la gagner, c'est entrer dans l'histoire, parce que je crois que ça arrive avec deux fois, le Brésil et l'Italie, et que donc si on ajoute une troisième étoile, et puis il y a ce duel dans le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Donc un duel PSG quoi, hein, un match à l'intérieur du PSG. C'est un match à l'intérieur du PSG, vous avez raison. Le PSG, de toute façon, aura gagné le mondial quelque part. Oui, je suis aussi un supporter du PSG, donc ça va pas c'est pas fait pour me déplaire. Et vous comprenez donc que les Français se passionnent pour le mondial, comme vous, en dépit du fait qu'il ait lieu au Qatar, en dépit des appels au boycott, et les filles prôner un boycott diplomatique. Non, mais on était plusieurs à prôner, enfin en tous les cas, à ne pas se satisfaire de cette situation. Alors on nous dit c'est arrivé trop tard. Boycott diplomatique, ça veut dire ne pas y aller, mais que le président Macron aurait eu tort d'y aller. Mais je continue à... Il est au Qatar, il est à Doha. Je vais vous dire de manière extrêmement claire, je continue à penser que c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne s'agit pas d'un sommet international qui aurait lieu. Erreur de quoi? De se rendre au Qatar par deux fois. S'il voulait montrer qu'il était à l'unisson, en phase avec les Français, moi j'aurais préféré cet après-midi que le président de la République soit dans une fan zone avec des Français pour regarder le match de foot. Il n'y a aucune valeur ajoutée, si ce n'est, et c'était désastreux je trouve, il y a 3 jours au moment de la demi-finale, que dans ses commentaires il explique oui en plus c'est bien cette Coupe du Monde, elle est bien organisée au Qatar. On va dire les choses de manière très claire, nous avons un problème diplomatique avec le Qatar. Et donc le président de la République, on va en parler. Une question, vous dites dans les fan zones, il n'aurait pas pu le faire à Paris puisqu'Anne Hidalgo a refusé d'installer des fan zones à Paris. Oui, ou d'aller dans un café. Moi je suis allé le voir dans un café, j'avais vu le France-Danemark dans un café à Paris, il y avait 300 ou 400 personnes, et c'est aussi une manière d'être dans la communion populaire. Et donc moi je continue à penser que c'est pas anodin. Alors moi je veux pas refaire le match sans jeu de mots. C'était une erreur d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. On a vu en plus les conditions dans lesquelles ça a été fait. Donc là aujourd'hui j'étais pas pour dire il faut annuler la Coupe du Monde, demander aux joueurs de ne pas y aller. Mais c'est autre chose pour le président de la République de participer à un événement privé. Je le rappelle, c'est pas un sommet international dont l'objectif, on le sait bien, était une forme de légitimation du Qatar sur la scène internationale. Or, nous avons un triple problème. Ce n'est pas un État démocratique en termes de droits humains, en termes de traitement des salariés qui ont participé à la construction de ce stade, et puis de ces stades, et en plus, il y a ce en termes de réchauffement climatique. Vous vous rendez compte, on demande la sobriété à tous les Français en ce moment, et on joue dans des stades climatisés. Donc cautionner tout ça, c'est problématique. Il y a autre chose. Et le Parlement européen. Voilà, c'est l'accusation de corruption contre le Qatar au Parlement européen, avec l'arrestation d'au moins 5 personnes, dont la vice-présidente grecque du PASOK, du Parti socialiste grec, Eva Kaili,
cette affaire, elle entache encore plus, ou un peu plus, cette Coupe du Monde? Mais non, elle confirme que le Qatar est dans un jeu d'influence par tout moyen, quitte à corrompre profondément des institutions démocratiques. Et lui, ça lui pose pas de problème, le Qatar. La démocratie, c'est pas son truc. Et l'argent qui gangrène pour cette image, pour cette diplomatie, ce soft power qui passe par d'autres leviers. On parlait du PSG tout à l'heure, les investissements qataris en France, dont je n'oublie pas qu'à un certain moment, notamment sous Nicolas Sarkozy, ils ont été considérablement facilités, défiscalisés, incités. Et puis moi, j'oublie pas aussi que sur la scène internationale, le Qatar, c'est un vrai faux allié. C'est les frères musulmans, hein, on précise. C'est cette mouvance des frères musulmans, c'est le soutien direct ou indirect pendant des années, peut-être encore aujourd'hui, à des mouvements notoirement terroristes partout à travers le monde. Donc moi, la réelle politique, elle existe. Je ne vais pas dire le contraire. On discute avec des dictateurs notoires et il faut le faire dans certaines situations. Mais là, je le redis, on n'est pas dans un sommet international. Et donc, il y a une forme de complaisance et on leur donne le point qu'ils voulaient recevoir. Complaisance de la part d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire. C'était pas indispensable de se rendre pour saluer l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait d'autres manières de soutenir les joueurs français et d'être en phase avec le peuple de France qui soutient son équipe. Le Qatar en France, c'est le PSG. Ces faits de corruption avérés au Parlement européen doivent-ils conduire à regarder de près les relations entre le PSG et les politiques ou les partis politiques? Vous savez, Jérôme Guedj, que le nom de Rachida Dati, notamment, est cité en ce qui concerne ses relations professionnelles avec le Qatar. Mais de manière générale, il faut lever le capot de ces relations, notamment de toute forme d'ingérence étrangère. Et on l'a vu au moment des campagnes électorales, les tentatives d'influence venant de la Russie et singulièrement du Qatar, qui depuis de nombreuses années, je pense à un livre qui avait été fait par Mal Bruno et d'autres, qui avaient décortiqué les ingérences, les complaisances, les proximités et le pouvoir de l'argent pour s'attirer la bienveillance dans la parole, dans l'influence d'un certain nombre de dirigeants français. Et je le dis de toute formation politique, parce qu'en général, quand il s'agit de miner les fondements de la démocratie, les gens vont aller chercher partout. Donc moi, je souhaite il y a plusieurs demandes de commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, et je pense que c'est souhaitable. Sur la question du Qatar, je pense qu'il faudra là aussi remonter le fil de ce qui s'est passé, on va dire, dans la décennie 2005-2010 dans le pays, dans ses relations avec le Qatar. Ça fait 5 ans, 2005-2010. Vous pouvez pas aller jusqu'à 2015, jusqu'à François Hollande? On peut, franchement, encore une fois, je mets pas de borne calendaire, mais pardon de constater cette concomitance entre l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, le rôle de Nicolas Sarkozy dans le rachat par des fonds qataris et le Qatar en direct du PSG. On a là, comment dire, un faisceau d'indices qui fait système, comme disent les juristes. Et on avance. L'équipe de France qui était en finale dans un peu plus d'une heure au Qatar, ça peut être un modèle pour la jeunesse française, cette équipe de France? Alors, elle est un modèle pour son esprit de cohésion, sur sa résilience, sur sa capacité à surmonter des difficultés, sur la diversité qui fait celle de cette équipe. Et puis après, il ne faut pas en faire des saints non plus. Voilà, moi j'ai aussi mes déceptions. Voilà, je vous prends un exemple. J'adore le gardien de but Hugo Lloris, il a été déterminant. J'ai un peu regretté qu'il n'ait pas un peu l'audace d'affirmer un certain nombre de valeurs. Quand dans une conférence de presse, il dit non, moi je ne vais pas porter le brassard pour la défense des droits humains et de la diversité, notamment la lutte contre l'homophobie, parce que, je cite, il faut respecter les traditions du pays qui nous accueille. Je pense que ça ne mangeait pas de pain, à un moment, comme d'autres l'ont fait, d'exprimer une forme de solidarité. Donc, il ne faut pas en faire des héros d'une génération, mais il faut aussi prendre comme modèle ce qu'ils peuvent apporter de positif. Et le positif, c'est ce génie français, quand même. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que d'un côté, on peut critiquer les patrons, comme le patron de Total qui gagne 5 ou 6 millions par an pour diriger son entreprise, et puis applaudir en même temps ces joueurs qui gagnent pour Mbappé jusqu'à 200-300 millions par an?
Vous savez, on est tous pétris de contradictions. Mais moi, je n'ai jamais contesté le fait qu'il y ait des très hauts revenus dans le pays. Je ne suis pas pour le nivellement des revenus. Vous voyez l'échelle des choses entre d'un côté un patron qui emploie des dizaines de milliers de personnes et puis de l'autre un footballeur qui tape dans un ballon qui gagne 200 millions par an. Moi, je vous cache pas que cet argent roi, cet argent fou, y compris au sein du football, ça fait tourner les têtes, ça rend les choses aussi déraisonnables. Mais c'est malheureusement ainsi qu'est le football. Moi, ce qui est important, c'est que ce soit M. Pouyanné ou M. Mbappé, c'est qu'ils contribuent, qui payent leurs impôts en France, et ce qui est le cas, et qui contribuent au financement de la sécurité sociale sur chaque euro qui touche. C'est ça le plus important pour moi. Alors, ce retour des Bleus au premier plan, est-ce que c'est bon pour le moral des Français, Jérôme Guedj? Est-ce que l'accès de la France en finale, éventuellement, la victoire des Bleus contre l'Argentine peut changer, change quelque chose au climat morose ambiant? Est-ce qu'il peut y avoir un effet mondial sur la France? Si ça permet de donner le sourire dans une période compliquée pour beaucoup de nos concitoyens, on prend. Voilà. Après, comme vous peut-être, je lisais les journaux ces jours-ci, les économistes nous disent qu'il n'y a pas d'effet majeur mondial parce que ils disent qu'il n'y a pas eu d'effet lors des précédentes, que cette année, en plus, on est en plein hiver et que donc la consommation en plein hiver, l'inflation, etc., qu'il ne va pas y avoir un boom. Donc moi, je ne crois ni à l'impact politique ni à l'impact économique d'une Coupe du Monde. Par contre, sur le moral, sur une sorte de fierté française, encore une fois, je prends parce que j'aime mon pays, j'aime mon équipe et quand on est au firmament d'un sport planétairement aimé, je prends aussi. Voilà. Alors, une Coupe du Monde à l'origine de polémiques et quelque part de catastrophisme, avant notamment le match France-Maroc de mercredi dernier. Est-ce que c'était justifié ? Manifestement pas. Voilà. Je pense qu'il y en a certains qui se repaissent de d'antagonisme qui n'existe pas forcément et qui, chaque fois que possible, vont essayer d'inventer des fractures à l'intérieur de la société française. On a beaucoup de Français d'origine marocaine, parfois binationaux, de personnes qui vivent en France et qui ont la nationalité marocaine, et ça fait partie de l'histoire de France, de ce creuset français, avec ses zones d'ombre et ses zones magnifiques. Et voilà, le Maroc est un pays ami, les Marocains de France aussi. Et que ceux qui pensaient qu'on allait avoir une sorte de confrontation... pratiquement de guerre. Pratiquement de guerre. Et puis ce procès en déloyauté. Ouais. Cette suspicion permanente qui consiste à dire mais vous êtes binationaux, donc on ne sait pas qui vous allez aimer. On est ici sur Radio J, on peut dire quelque chose. Hein. Quand il y a un match France-Israël, il y a la même émotion chez les Juifs français. Évidemment, mais je veux dire qu'on est tous traversés d'identités multiples et on peut autant aimer son pays qu'un pays avec lequel on a des liens affectifs, historiques, familiaux, et ce n'est pas grave. Et suspecter en permanence que ce serait une sorte de cinquième colonne, parce que c'est ça la petite musique derrière. Ça me rappelle, vous savez, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, dans un débat avec Lionel Stoléru, qui mettait en doute sa binationalité d'une certaine manière. Sa fille Emmanuelle Vargon aujourd'hui. Oui, mais Emmanuelle, elle a raison. Ce qu'il avait marqué quand elle était enfant. Mais je comprends parfaitement, parce que moi, j'en ai le souvenir, j'ai le même âge qu'Emmanuelle Vargon, et j'ai le souvenir très clair de ce que ça signifiait, de la suspicion, en disant il y a une sorte de brevet de francité qui est décidé par certains ou par d'autres. Et donc le match s'est bien passé d'abord parce qu'on l'a gagné, et derrière, on a fêté dans le pays, et tant mieux. Voilà. Alors justement, l'extrême droite, ce match France-Maroc, avec l'arrestation mercredi soir à Paris de 47 militants de l'ultra-droite à Paris qui avaient planifié, pour reprendre leur terminologie, que je ne reprends pas à mon compte, de casser de l'arabe dans les rues de Paris. En clair, commettre une ratonnade, Jérôme Guedj. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France, de l'évolution du débat public et du débat politique ? Ça dit que l'extrême droite est un invariant d'échelle. C'est-à-dire que... c'est-à-dire, précisez les choses. C'est-à-dire qu'on peut parler de respectabilisation, de notabilisation, de propre sur soi, parce qu'il y a des parlementaires d'extrême droite à l'Assemblée nationale, on y reviendra peut-être, mais il existe aussi, avec des connexions assez évidentes, cette frange de cette droite identitaire violente qu'on pensait
disparu, qu'on pensait dilué, oublié, et que moi je vois, y compris sur le terrain, se réarmer au sens propre et au sens figuré. Et donc quand on a sur les Champs-Élysées une quarantaine de personnes qui viennent manifestement pour en découdre, vous l'avez dit, pour organiser des ratonnades en 2022 avec de l'armement, avec cet esprit de groupe, dont j'ai vu qu'une partie d'entre eux étaient fichés S, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés par les services. Pratiquement la moitié de ces voilà, je crois qu'une quinzaine étaient fichés, c'est-à-dire que fort heureusement, le renseignement français repère autant ces menaces potentielles à la République qui viennent de l'extrême droite. Et moi, je constate que ces derniers mois, on a une multiplication d'agressions, de commandos dans les rues de Lyon, dans certains quartiers de Paris, et tout ça va mal terminer. C'est-à-dire va mal terminer. C'est-à-dire que cette recherche de la confrontation armée, quand je vois que le GUD se reforme, quand je vois que des associations pourtant dissoutes, et je veux saluer le travail qui a été mené depuis plusieurs années, notamment par Gérald Darmanin, pour dissoudre des acteurs de cette mouvance identitaire. La République, depuis les factieux de 1934, elle doit savoir qu'en son sein, il y a des acteurs qui peuvent la remettre en question. Aujourd'hui, il y a deux leviers principaux qui remettent en question la République. Il y a la mouvance islamiste et il y a cette droite identitaire. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas trembler. Simplement, il faut le faire avec la solidité et documenter les dossiers pour que les actions... Mais voyez, je vais être précis. Ouais. Moi, je demande que l'action française, héritière historique de l'extrême droite, qui change de nature en ce moment, puisse faire l'objet d'une procédure de dissolution. Quand Gérald Darmanin a été questionné sur ce point-là, il dit qu'il faut qu'on puisse documenter de manière sérieuse parce que il y aurait rien de pire, et je suis d'accord avec lui, il y aurait rien de pire qu'il y ait une dissolution qui soit voulue par le gouvernement et que le Conseil d'État, parce que nous sommes un État de droit, ne donne pas crédit à cette proposition du gouvernement. Mais ça veut dire qu'il faut les surveiller, qu'il faut documenter et qu'il faut être ferme parce que ça se diffuse à une vitesse vertigineuse. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux et je le vois même sur le terrain, moi, dans la banlieue dont je suis originaire et dont je suis l'élu, pour la première fois, je vois des groupes d'extrême droite se structurer. Et on poursuit. Est-ce que vous dites, comme votre collègue et allié de la NUPES, le député LFI, Louis Boyard, que l'élection des 89 députés RN à l'Assemblée a libéré la violence d'extrême droite? Est-ce que vous parlez comme lui? Est-ce que vous dites la même chose que lui? En tous les cas, l'institutionnalisation du Rassemblement national avec sa présence dans le débat parlementaire, évidemment qu'elle libère, parce qu'il y a des signaux qui sont envoyés. Vous dites, donc comme lui... Elle libère une parole, et de cette parole découlent parfois des actes de violence. Et pour moi, il y a un continuum donc évident. Libérer la violence d'extrême droite. Vous savez, quand vous avez un parlementaire d'extrême droite qui, dans l'hémicycle, dit à un député qu'il retourne en Afrique, il légitime le petit Gudard qui, dans son coin, pense la même chose. Simplement, lui, il va être capable de prendre son coup de poing américain et d'aller casser la gueule à un arabe ou à un noir. Donc, la violence, elle démarre toujours par des mots. Toujours par des mots. Et donc... Les mots du Rassemblement national. Les mots de Marine Le Pen. Les mots de Marine Le Pen, avec le vernis de respectabilité qu'elle a cherché à leur donner, parce que j'ai l'honnêteté intellectuelle de vous dire que ce n'est pas elle qui prononce avec cette brutalité ces mots-là. Mais elle participe de cette petite musique. Et surtout, l'institutionnalisation du Rassemblement national, moi je veux m'arrêter un instant sur ce point-là. Pour moi, c'est une des fautes principales qui a été commise dans les 6 derniers mois, dans le rapport que notamment la majorité présidentielle a eu avec le Rassemblement national. En élisant des vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, en leur donnant leur voix, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. On aurait pu ne pas avoir 2 vice-présidents du Rassemblement national. Moi, je peux vous le dire, à chaque fois qu'il y a une séance qui est présidée par un des 2 vice-présidents du Rassemblement national, j'ai les boules et j'ai honte d'une certaine manière. Je regrette qu'on n'ait pas été capable de faire ce qu'a fait le Parlement européen ou le Bundestag. C'est le règlement de l'Assemblée. Non, c'est ce qu'on vous répond. Je dis et je redis que rien n'impose dans le règlement de l'Assemblée nationale de prendre un bulletin de vote et d'élire des candidats du Rassemblement national. Je le redis, au Parlement européen, comme au Bundestag,
quand il y a des élus de l'extrême droite, eh bien, il y a une sorte d'arc républicain qui se met en place pour leur empêcher d'accéder à cette forme de respectabilité. Voilà. Et tout à l'heure, on va parler des motions de censure auxquelles ont participé parfois, au début en tout cas, des élus Front National, on en parlera tout à l'heure. Mais quand le même député Boyard, dont on parle à l'instant, affirme, je le cite, que la politique des mots et les mots de Gérald Darmanin, qui appuient leurs idées et les laissent agir, encouragent ces violences d'extrême droite. Vous approuvez ou pas ? Moi, je n'ai pas entendu de mots dont je peux dire qu'ils encouragent... Le mot de Darmanin, hein. Oui, je n'ai pas entendu de mots du ministre de l'Intérieur dont je peux dire qu'ils encouragent les violences. Par contre, j'ai entendu des formulations qui participent, malheureusement, à une sorte de victoire de la fameuse lepénisation des esprits. Quand le ministre de l'Intérieur, au moment de la discussion à venir sur une future loi sur l'immigration, a des formules de café de commerce en disant « nous, on veut choisir ceux qui bossent et pas ceux qui rapinent ». Il est dans ce rapport terrible, historique que l'extrême droite a voulu entretenir dans le rapport à l'immigration, c'est-à-dire immigration égale délinquance. Il se le pénise, Gérald Darmanin ? Lui, son ambition est de dire je vais aller sur ce terrain-là pour essayer de ramener dans le champ républicain ces acteurs-là. Le seul problème, c'est l'effet inverse. Parce qu'on perd, vous savez, c'est Gramsci qui nous a appris ça, quand on perd la bataille sémantique, on perd la bataille culturelle, on perd la bataille électorale. Et que, en réutilisant ces mots, de la même manière, quand Gérald Darmanin explique que dans son rapport aux migrants, il faut leur, je ne sais plus comment il a dit, pourrir la vie pour ceux qui sont en situation irrégulière. C'est exactement ce que Génération Identitaire voulait faire quand il maraudait, vous savez, aux frontières pour se substituer, disait-il, à la défaillance de l'État dans le Briançonnais, au col de l'Échelle, etc. Donc, c'est pas ça que j'attends d'un ministre de l'Intérieur, d'aller reprendre les mots et cette espèce de rhétorique qui est celle de l'extrême droite. Alors on avance, retour à l'actualité politique, Jérôme Gage, avec le rejet hier de la motion de censure de LFI soutenue par le Parti Socialiste contre le budget, qui n'a d'ailleurs pas fait le plein des voix. La stratégie de la NUPES, dont vous faites partie, peut-elle se limiter à des motions de censure à répétition ? Alors, d'abord, on va préciser les choses. Hier, c'était une motion de censure qui était déposée par les communistes et soutenue par l'ensemble des autres formations de la NUPES. Non, mais je dis ça, c'est parce que c'était une stratégie que nous avions décidée ensemble. Et on avance. Au début, tous ensemble. À la fin, tous ensemble. Entre les deux, LFI avait fait le choix de déposer à chaque fois des motions de censure. Et nous, on a été très clairs. On ne les a pas signées avec eux et on ne les a pas votées parce qu'on estimait que c'était une forme d'usure de l'usage de la motion de censure. Mais pour autant, s'il y a des motions de censure, c'est parce qu'il y a eu des 49.3. Il ne faut jamais oublier que la faiblesse première, elle est d'abord dans ce recours pavlovien systématique, aveu d'échec d'une certaine manière d'Elisabeth Borne. Et hier, mon président de groupe, Boris Vallaud, dans son intervention, a justement pointé l'épuisement et la promesse non tenue de la recherche du compromis que Elisabeth Borne avait fait depuis le début. Donc, c'était un mauvais budget. Ils n'ont pas été capables de construire des compromis pour pouvoir obtenir l'assentiment le plus large. Donc, ils recourent au 49.3. C'est, je le redis, un aveu d'échec. Et alors, vous parlez de l'extrême droite. Hein, vous critiquez le fait que des vice-présidents RN aient été élus avec des voix Renaissance. Mais le RN a voté une partie au moins des motions de censure de LFI. Certains parlaient d'un axe entre le RN, pas la NUPES, et LFI, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va préciser les choses avec ces cris du cœur ou ces tweets du cœur de Raquel Garrido, par exemple, le 24 octobre, qui après le premier vote de censure auquel s'étaient joints les 89 députés RN, avait tweeté, je la cite, « Je suis heureuse que le RN soit obligé de reconnaître le leadership de la NUPES dans ce moment institutionnel où le Parlement se dresse contre l'abus de pouvoir du 49.3. LR devrait faire pareil. » Est-ce que ça vous a rendu heureux, ça ? Non, ça ne m'a pas rendu heureux. Moi, les choses sont extrêmement claires. La doctrine, c'est jamais je ne vote pour un candidat RN, jamais je ne vote pour une proposition de loi RN, jamais je ne vote pour un amendement du Rassemblement national. Vous allez me dire, c'est une position dogmatique, sectaire, mais précisément parce que je ne veux pas légitimer le Rassemblement national. L'inverse, par contre, j'ai pas la maîtrise. Moi, j'ai déposé des amendements
qui ont été votés par le Rassemblement national. Donc il faudrait quoi? Il faudrait que je m'interdise de déposer des textes ou même des motions de censure parce que le Rassemblement national risque de les voter. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas souhaitable, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut parler d'un axe? Non. Le Pen, Mélenchon. Non, il n'y a pas d'axe Le Pen, Mélenchon, et je vais y revenir, mettre un signe égal entre LFI et le Rassemblement national. Je pense que c'est pas rendre service. Mais je veux juste revenir sur les déclarations parce que vous m'avez posé la question. C'est la raison pour laquelle il y avait aussi cette déclaration de Mélenchon le 24 octobre. La droite sauve le gouvernement de justesse. Il manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement. Nous sommes prêts pour la relève. Et donc, il prenait à son compte les voix du RN. À chaque fois qu'une expression, directe ou indirecte, franche ou subliminale, donne l'impression qu'il peut y avoir justement cette recherche de coalition, je ne la trouve pas pertinente. Voilà. Mais je ne trouve pas plus pertinent, je trouve même dangereux, le signe égal qui est mis. J'ai eu des frictions avec Elisabeth Borne dans l'hémicycle quand elle a précisément voulu rabougrir, rétrécir le périmètre de l'arc républicain. Vous voyez, quand elle dit il y a quelques jours il y aurait une réforme Le Pen panneau des retraites, on va probablement parler de la réforme des retraites tout à l'heure, je pense que c'est pas rendre service. L'arc républicain, on l'a vu, vous savez quand justement Carlos Bilongo a été mis en cause et que tous ceux qui sont descendus pour demander la suspension de séance, c'était LFI, le PS, les communistes, Renaissance, les LR et pas le Rassemblement national. Alors, on l'a vu là, l'arc républicain. On poursuit sur la NUPES, sur LFI, sur l'affaire Quatennens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce juste de dire que cette affaire s'est transformée en poison politique pour la NUPES? Adrien Quatennens qui a annoncé son retour dans l'hémicycle en janvier. Est-ce que vous dites bienvenue aux camarades Quatennens? Non, je pense que la situation, elle est extrêmement compliquée et nous, notre position, elle a été... situation, c'est-à-dire la situation due à l'affaire Quatennens. D'abord, la question de son retour au sein de la NUPES, pour nous, la position est... Mais déjà à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, alors moi, je vais être clair, je trouve disproportionné, parce que quand il y a des condamnations pénales, il y a aussi une échelle des peines et une proportionnalité des peines, disproportionné les demandes de démission pure et simple de l'Assemblée nationale. Pour la simple raison, c'est que si les faits qu'il a reconnus et pour lesquels il a été condamné étaient incompatibles avec la poursuite d'un mandat, alors c'est au juge de le prononcer. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir une peine d'inéligibilité, ça existe parfois. Et donc, venir dire... parce que vous avez été condamné, et donc passer par-dessus bord la question de la rédemption d'une certaine manière. Les plus fortes critiques viennent de son propre parti. On en parlera. Non mais c'est pour ça que après c'est un sujet de responsabilité personnelle. Vous dites par rapport à la NUPES. Voilà. Je vous ai interrompu par rapport à la NUPES. Pour être clair, moi, je ne suis pas dans la demande de la démission du mandat de parlementaire parce que je trouve que ce serait assigner une peine complémentaire qui n'a pas été décidée par la justice. Au sein de la NUPES dans 4 mois. Par contre, au sein de la NUPES, là, il y a un enjeu politique qui est que nous sommes liés par chacun, on s'oblige mutuellement. Et donc, le retour, si j'ai bien compris, se fera parmi les non-inscrits. Mais le 13 avril au sein de LFI. Et ben c'est là qu'on va avoir une discussion politique. Et vous dites quoi pour préparer ces discussions politiques, puisque de toute façon ça sera le cas. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? De la gêne, voilà. Je vais pas vous dire le contraire, parce que il y a et je vous dire, ma gêne elle s'est amplifiée d'une certaine manière, comme d'autres, après la manière dont Adrien Quatennens a réagi le jour même de sa condamnation. Je pense que il a plutôt chargé sa longue interview sur BFM, dans laquelle il y a un déballage intime et le fait d'avoir chargé en effet son épouse, moi ça m'a mis profondément mal à l'aise. Mais d'ailleurs, ce déballage intime, est-ce qu'on peut forcer une personnalité éventuellement politique à faire ce genre de déballage politique, ce déballage intime en public? Ben moi, à chaque fois, ça m'a mis... vous savez, il y a une quinzaine d'années, on disait oh là là, le puritanisme américain, jamais chez nous, on est capable de séparer ce qui relève de la vie privée, ce qui relève de la vie publique. Aujourd'hui, on est à un niveau élevé de moraline qui vient confondre le droit et la morale, la vie privée et la vie publique. Je ne sépare pas les deux. Je pense qu'il y a un enjeu d'exemplarité. Et le fait d'avoir reconnu les violences conjugales, d'avoir été condamné, pose déjà un acte. Voilà.
mais feuilletonner tout ça, parce que moi je suis à peu près certain que malheureusement, ça va continuer à feuilletonner, parce que son épouse, elle va probablement, le jour de son retour à l'Assemblée nationale, sortir un tweet, une déclaration qui va nous mettre en permanence dans ce qu'on fait là en ce moment. On parle de ça, et pendant qu'on parle de ça, on parle pas. Et on va parler d'autres choses, mais on va parler voilà. des retraites notamment. Clémentine Autain, donc je vous disais, c'est plutôt dans son camp qu'il est fortement critiqué. Adrien Quatennens, donc Clémentine Autain, du même parti, dit qu'elle est restée, comme vous d'ailleurs, peut-être, clouée au sol des déclarations d'Adrien Quatennens donc sur BFM, et déclare, c'est aujourd'hui, ce matin dans le JDD, nous avons un problème de démocratie à LFI. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Puisque vous avez travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, du temps où il était au Parti Socialiste. J'ai été militant pendant longtemps aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à ce qu'il quitte le Parti Socialiste en 2008. Problème de démocratie. C'est-à-dire que LFI, c'est un mouvement dont les contours sont un peu difficiles Un mouvement ou une secte ? Non, secte, c'est une caractérisation péjorative, et vous pouvez pas dire à des gens qui se reconnaissent dans une formation politique que c'est une secte, parce que... Non, parce que vous entendez que certains disent, c'est une secte, non. Y compris dans sa mouvance. Non, mais alors, ce qui permet, en tous les cas, ce qui doit être mis sur la table, et ce que fait Clémentine Autain et ce que font d'autres, c'est à un moment donné où il y a une crise de la démocratie, il y a une aspiration au renouvellement, à l'horizontalité, etc., est-ce que c'est possible pour une formation politique de se priver du débat démocratique interne? Voilà. Donc moi, je viens d'une formation politique, on va en parler tout à l'heure, le Parti Socialiste, qui a une tradition de congrès. On est dans notre 80e congrès, et il y a ce truc formidable qui s'appelle le vote des militants. Ils votent sur des textes, ils votent sur des orientations, et à la fin, ils votent même pour décider qui est le premier secrétaire, et j'espère qu'ils voteront pour Olivier Faure. Le fait que votre principal allié, LFI, ne passe pas par le vote des militants, ça vous gêne ? Eh bien, je pense que désormais, puisque nous sommes alliés, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait dit la NUPES, c'est pas un espace de compétition, c'est un espace d'émulation. Et moi, je me dis peut-être que c'est au contact plus abouti et plus avancé de ce que nous sommes, qui se rendent compte que peut-être que ça a du bon d'organiser du débat interne. C'est pas l'impression qui est donnée aujourd'hui. Je pense qu'ils n'échapperont pas à cette discussion, parce qu'on peut pas être une formation politique qui promeut à juste titre l'importance de la délibération collective, de la démocratie, du vote, et en son sein de ne pas porter totalement cette organisation. Donc vous voulez plus de démocratie chez eux? Oui, mais moi je me mêle pas de leurs affaires. Et par contre, je dis très modestement, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'un endroit où on peut débattre, discuter et fixer la ligne et l'orientation, venez au Parti Socialiste, vous êtes les bienvenus. Et alors, voilà. Jean-Christophe Cambadélis, que je citais en début d'émission, il considère que la gauche doit mettre fin à ce qu'il appelle une mélanchonisation des esprits, parce que, dit-il, le populisme de gauche est une incantation radicale qui ne gagne pas et ne règle rien. Vous pensez comme lui? Non, il a tort. Est-ce que ça vous parle, mélanchonisation des esprits? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons conclu un accord électoral qui permet à la gauche de retrouver des couleurs, et singulièrement au Parti Socialiste en son sein. Voilà, moi je suis le premier à regretter que la marque Parti Socialiste ait été à ce point démonétisée, parce qu'était le Parti Socialiste de Jean-Christophe Cambadélis, à un moment donné où il n'était pas capable de dire à un exécutif qui se renvoyait... Vous dites Jean-Christophe Cambadélis et vous pensez François Hollande? Mais bien sûr, vous savez, je fais partie de ceux qui étaient les premiers à regretter que le quinquennat de François Hollande ait terminé comme il a terminé. Mais à un moment donné, précisément parce que ceux de nos électeurs ne reconnaissaient plus la gauche dans des positions, que ce soit la gauche morale au moment où on fait la déchéance de nationalité, ou la gauche sociale au moment où on fait la loi travail, ou le CICE et le pacte de compétitivité, c'est-à-dire on met à contribution le pouvoir d'achat des salariés ou des retraités pour financer, il fallait le faire, mais pas dans ces proportions, des aides aux entreprises. Donc à un moment donné, la gauche, elle s'est fourvoyée. Et on en a payé le prix pendant plusieurs années, et c'est d'ailleurs de là qu'est né le macronisme. Ouais. Sauf que, et je veux rendre hommage à Olivier Faure et à la direction du Parti Socialiste, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est plus important d'essayer de renouer cette histoire du rassemblement de la gauche
autour de positions que certains vont considérer comme radicales. Moi, je ne sais pas ce qu'elles ont de radical. En tous les cas, elles ont redit très clairement que sur la transition écologique, sur le partage des richesses, sur l'organisation institutionnelle de la République, sur le partage des pouvoirs, on avait quelque chose à dire. On doit avancer sur le Congrès, puisque vous parlez. Oui. Vous faites allusion au Congrès du 28 ou 29 janvier à Marseille, oui. À Marseille. Est-ce que vous considérez que c'est gagné, qu'Olivier Faure a gagné le Congrès? Je ne peux pas vous dire que je suis attaché au vote, et à chaque fois qu'il y a un vote, il y a la magie du vote, et donc il y a le débat. Et les débats ont lieu en ce moment. Pourquoi il faudrait le réélire, Olivier Faure? Précisément parce qu'il a su prendre ce risque. Voilà. Alors peut-être un peu dos au mur. Après les résultats de l'élection présidentielle, pour nous, et j'ai fait la campagne d'Anne Hidalgo, qui n'était pas flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc à un moment donné, soit c'était la disparition, soit c'était la capacité d'être à nouveau autour de la table et de peser de notre voix. Et voyez-moi, à l'Assemblée nationale, nous sommes 31 députés socialistes, j'ai la prétention de penser que sur beaucoup des sujets, cette voix socialiste singulière, qui n'est pas celle des insoumis, qui n'est pas celle des communistes, qui n'est pas celle des écologistes, elle existe. Et le Parti socialiste, il peut l'apporter. Et vous dites, voilà. Bernard Cazeneuve a tort de dire que Olivier Faure est le toutou de Mélenchon? Mais bien sûr qu'il a tort. C'est décevant de la part de Bernard Cazeneuve aussi de se plier à cet exercice de la punchline en parlant de toutouisation. C'est tout l'inverse, justement. C'est que, regardez, on prenait l'exemple du modèle démocratique. Moi, je pense qu'un parti socialiste qui débat, ça fait aussi réfléchir les gens de la France insoumise. Et que sur une partie des sujets, on n'a pas été d'accord avec la France insoumise. Alors, et si vous regardez nos votes, ils sont pas tous tout le temps tous les mêmes, et tant mieux. On va parler de la réforme des retraites. Un point de détail, si on peut dire. Est-ce que vous êtes toujours pour une liste commune avec LFI aux européennes? Alors moi, j'ai dit l'été dernier qu'il fallait pas s'interdire de regarder si on avait suffisamment de points d'accord pour faire une liste. 6 mois après, vous dites quoi? Pour l'instant, on ne s'est pas livré à ce travail parce que les Verts, vous êtes favorables, les Verts n'en veulent pas, le Vert. Les Verts viennent de faire leur congrès, nous on va faire le nôtre. Moi je souhaite qu'au premier semestre 2023, sur la question européenne, on se mette autour de la table, on dise qu'est-ce qu'on pense réellement les uns et les autres sur tel et tel point. Et si les points d'accord sont plus importants que les points de désaccord, moi je ne suis pas pour passer par-dessus bord le rassemblement. Vous croyez que ça peut être le cas ou pas? Je suis dubitatif, voilà, raisonnablement dubitatif. Donc ça ne peut pas se faire? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça se fait pas, d'abord, ce sera pas dramatique. Voilà. Il faudra qu'on explique les points sur les questions de souveraineté, sur les questions de jusqu'à quel point on va dans l'intégration européenne, sur les questions internationales. Par contre, sur les questions européennes, on a des vrais points de convergence. Sur l'Ukraine, c'est pas tellement convergent. Par exemple, vous parlez de questions internationales, notamment. Mais sur les questions internationales, on a des nuances qui fait que, par exemple, je vous parlais à l'instant des votes divergents. Quand il s'est posé la question de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, nous, socialistes, nous avons voté pour l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, quand les communistes et la France insoumise n'ont pas voté. Ça va être très compliqué de faire liste commune avec eux, quoi. Moi, j'ai envie qu'on pose une série de questions. Sur la convergence des traités budgétaires ou sociaux, on peut avoir des points d'accord. Mais encore une fois, s'il n'y a pas cette liste, c'est pas dramatique. Mais je veux pas qu'on envoie un signal un peu délétère qui consisterait à dire on a fait l'accord de la NUPES pour les élections législatives et après chacun reprend ses billes et vit sa vie. Moi je pense qu'on a besoin de garder ce cadre. Là vous voyez que vous allez droit dans le mur, qu'il n'y aura pas de liste commune. Oui, mais alors avec les conséquences que ça peut avoir aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on va se retrouver à nouveau, parce que moi mon obsession en politique, je vais vous dire, ma conviction, c'est que Marine Le Pen va gagner l'élection présidentielle de 2027. Ah bon? Si on ne se lève pas chaque matin en se disant que voilà le scénario... Prochaine présidente, c'est Marine Le Pen. Sauf si on tord le cou à ce pronostic-là, et ça oblige la gauche notamment, et ça l'oblige à rester ensemble pour être sûr d'avoir un candidat unique à l'élection présidentielle de 2027. Candidat unique. Mais évidemment, parce que si on n'a pas de candidat unique, alors il n'y aura pas de candidat de gauche présent au deuxième tour. On l'a vécu dans les 2 dernières élections. Et candidat unique, c'est Mélenchon ou c'est Olivier Faure? Le candidat unique, il devra être issu du choix du peuple de gauche. Et c'est pour ça qu'il faut que la NUPES reste ensemble. Ça peut être Olivier Faure ou pas? Ça peut être un candidat socialiste et Olivier Faure, et je l'espère dans quelques semaines, à nouveau le premier secrétaire du Parti socialiste. Candidat à la présidentielle. Ça peut être Olivier Faure, ça peut être d'autres responsables socialistes, ça peut être d'autres responsables... Bernard Cazeneuve. Il faudrait d'abord qu'il revienne au Parti socialiste. J'oublie pas que Bernard... Il a dit même que si Olivier Faure est reconduit, il mais vous voyez, il participe pas. Enfin, quand on est issu de cette famille et qu'on a... Voilà. Moi, j'oublie pas que Bernard, il aurait pu prendre ses responsabilités en 2019 et il l'a pas fait pour être candidat à l'élection présidentielle. Il pouvait lever la main à ce moment-là en disant... Non, mais en 2019, c'était le moment où il a envisagé
d'être... pour pourquoi 2022. pas, voilà, et pour on 2022. avance sur les retraites. On a compris qu'Olivier Faure, il disait, pourquoi pas la retraite à 60 ans. Vous avez changé ? Non. Maintenant, c'est 60 ans, on revient en 81 ? C'est un peu caricatural, c'est même très caricatural. On a aujourd'hui un accord, on a d'abord une situation qui est que le gouvernement veut allonger à 65 ans l'âge légal des retraites. Et donc, la priorité du moment, c'est de faire en sorte que cette réforme ne passe pas. Et je le dis, par tout moyen, nous nous opposerons à ce que cette réforme passe. Elle va être présentée le 10 janvier, elle a été repoussée dans le délai. Pour ça, il y a un front syndical. Pour ça, il y a un front syndical, et il faut qu'il y ait un front politique. Et moi, le front politique, il doit être sur ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est cette opposition à la réforme. La retraite à 60 ans, c'est l'horizon que nous avons affiché au moment de l'élection. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux ? Quand l'espérance de vie augmente, revenir à la retraite à 60 ans. Mais alors ça, comment vous faites ça ? Vous voyez, ça c'est du pseudo bon sens. Posez-vous la question de est-ce que l'espérance de vie n'augmente pas précisément parce que on part et on parle pas des carrières longues et des... Non, mais attendez, on parle pas de ça. Vous savez, en France, on a un modèle social singulier. Donc soit on le nivelle par le bas, voilà, et on dit on fait comme les autres, et on n'a plus la sécurité sociale, on n'a pas ce système de retraite, etc. Moi, ma conviction est que précisément, si on a une espérance de vie qui s'allonge, c'est aussi parce qu'on a été capable de réduire la durée du temps de travail sur toutes les vies. Et donc, c'est un horizon à moyen ou long terme. Et moi, la bataille du moment, c'est non à la retraite à 65 ou 64 ans. En 30 secondes, LFI appelle à une mobilisation contre la réforme des retraites le 21 janvier avec des manifestations dans les rues. Mélenchon appelle même les lycéens et les étudiants à rejoindre le mouvement, ou plutôt son mouvement. Le Parti socialiste sera-t-il aux côtés de LFI ce jour-là ? Nous, on sera aux côtés des syndicats. Parce que je pense que il est possible qu'on puisse aller participer à cette manifestation. On n'a pas encore pris la décision formellement d'y appeler. C'est une initiative de LFI. Vous savez, on n'a pas vocation à faire tout le temps ensemble. Voilà. Mais chaque initiative qui permettra de mobiliser le plus largement, et notamment les jeunes, contre la réforme à 65 ans, contre la retraite à 65 ans, est la bienvenue. Mais moi, ma priorité, c'est un front politique unifié aux côtés d'un front syndical qui reste regroupé. Alors, autre question qui vous concerne aussi, puisqu'à l'époque, vous aviez critiqué, on parle de la proposition de résolution Israël apartheid, une trentaine de députés situant la NUPES, initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, avait signé donc une proposition de résolution condamnant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien, un texte qui accusait l'État hébreu, ou qui accuse l'État hébreu, d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention, et c'est ça la partie la plus importante de ce texte, de maintenir la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Où on est aujourd'hui la NUPES avec cette résolution. À l'époque, vous aviez violemment critiqué la résolution en question. Ce terme de groupe racial, quelque part, c'est ce qui avait motivé mon opposition. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard dans une nuit de séance à l'Assemblée nationale, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision en responsabilité immédiatement d'exprimer mon désaccord. J'ai même, moi, donné à voir, et c'est ce qui a lancé, si je veux dire, le débat autour de cette résolution. Parce qu'à travers, on ne va pas passer la fin de cette émission à parler de ça, il y a d'autres questions, mais cette résolution, cette proposition de résolution et l'utilisation de termes groupe racial pour parler des Juifs. Les députés qui ont signé cette résolution ne font-ils pas le jeu d'un nouvel antisémitisme qui a tué 11 juifs français depuis 2006, depuis Ilan Halimi, et on connaît votre action suite à cet assassinat d'Ilan Halimi. Vous voyez, tout ce que vous dites est vrai, mais je vais faire gaffe à l'enchaînement causal que vous mettez en place. Moi, j'ai condamné cette résolution parce que dire qu'Israël est un régime d'apartheid ne fait pas avancer mon objectif qui est celui de la paix juste et durable à deux États. J'entendais ce matin sur votre antenne l'interview que vous avez conduite avec Robert Badinter qui ne dit rien d'autre et qui doit être notre objectif et qui est un peu désespérant au regard de la situation. Robert Badinter, il dit il y a un antisémitisme camouflé en antisionisme, il dit je suis pour la paix, je ne suis pas pour la guerre, il faut deux États tout à fait. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis opposé, parce que le terme d'apartheid, il aboutit à l'essentialisation du conflit, à sa racialisation. Et donc, c'est plus un problème entre Israéliens et Palestiniens, c'est plus un problème de conflit de territoire et de frontières, ça devient un problème entre les Juifs et les musulmans. Et à ce moment-là, c'est redoutable, parce que ça peut déboucher, en effet, sur ce que vous dites, ici comme là-bas. Et moi, c'est ça qui m'inquiète comme parlementaire français, c'est que cette résolution sur l'apartheid, cette racialisation, et donc
faire du conflit un conflit de religion. Les relations religion. entre juifs et arabes en France, c'est Elle tout. tend les relations entre juifs et arabes en France, alors, et ça, je ne peux pas l'accepter. Dernière question, vous aviez aussi critiqué le fait que Corbyn soit venu en France pour faire la campagne législative de Daniel Obono et Daniel Simonet, après que Mélenchon ait dit en 2019 et accusé en 2019 le grand rabbin britannique, mais aussi ce qu'il avait appelé les divers réseaux d'influence du Likoud et le rôle du CRIF dans la défaite de Corbyn. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France insoumise et de Mélenchon, ce genre de déclaration et de stratégie? Alors, je vais vous dire un truc. Je suis content que vous me posiez la question, parce qu'on me la pose parfois. Moi, il s'avère que j'ai connu Jean-Luc Mélenchon pendant presque 20 ans de ma vie. Je veux dire, moi, si je l'ai connu, il n'était pas comme ça avant. Voilà. Donc, moi, si on me pose la question, et je trouve ça dégueulasse, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait un substrat ou un fond antisémite chez telle ou telle personnalité. Il fait des déclarations ambiguës. Après, il y en a certaines qui me désarçonnent. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on peut avoir plein de raisons de ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, avec des dirigeants de la France insoumise. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher des poux sur ces questions-là. Corbyn, c'était une faute, c'était une erreur, et je l'ai condamné. Il y a des déclarations qui sont maladroites. Mais je vais vous dire une chose, malheureusement, l'antisémitisme, il est sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Il y a des vous savez, c'est un scoop. Il y a des antisémites au Parti socialiste, il y en a à Renaissance, il y en a à LR, etc. Et que donc cette espèce de stigmatisation sur la seule France insoumise pour pouvoir les décrédibiliser, je trouve que ça n'avait pas avancé le schmilblick. Moi, je cherche plutôt à avoir des alliés pour combattre l'antisémitisme. C'est pour ça que j'avais créé le prix Ilan Halimi contre l'antisémitisme, pas à rabougrir le champ de ceux qui portent ce combat. Dernière question. L'expulsion de l'avocat franco-israélien Salah Hamouri ce dimanche d'Israël vers la France. Alors un avocat qui est franco-israélien qui a notamment été condamné en 2005 à 7 ans d'emprisonnement pour avoir planifié l'assassinat du grand rabbin Ovadia Yosef et dont les activités au sein du groupe terroriste FPLP lui ont valu de nombreuses arrestations, mais libéré avant la fin de sa peine dans le cadre de l'échange de l'accord avec Gilad Shalit. Est-ce que vous parlez de déportation, comme notamment l'a fait son beau-père, l'ex-député commis Jean-Claude Lefort, ou est-ce que vous comprenez la décision de nature sécuritaire des autorités israéliennes? Alors, je n'utilise pas des termes dont l'interprétation est forcément sujette à caution, maladroite, stigmatisante. Vous savez, le terme déportation, c'est pas anodin. Ça induit cette accusation de nazification de l'État d'Israël, de l'État juif, quelque part. Mais c'est pour ça que moi, tout ce qui délégitime l'État d'Israël, moi, c'est ma ligne de séparation. C'est-à-dire, on peut critiquer la politique du gouvernement israélien, et malheureusement, le prochain gouvernement qui arrive, je crains qu'on ait beaucoup à le critiquer, parce que quand en son sein, on va avoir des dirigeants d'une extrême droite, quasiment des suprémacistes religieux, qu'on ne supporte pas quand ils sont islamistes ou quand ils sont catholiques ou chrétiens aux États-Unis. Moi, le suprémacisme religieux juif, je le vomis autant que les autres. Il nous reste 20 secondes. C'est une décision de l'État d'Israël. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand il n'y a pas de procès et qu'il y a une mesure administrative. Mais c'est le mode de fonctionnement de l'État d'Israël. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui nous rend heureux, parce que derrière, ça dit le niveau de durcissement de la société israélienne. Merci Jérôme Guedj d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. On se retrouve le 8 janvier. Bonne fête de Hanouka, bonne fête de fin d'année d'ici là. C'est un sujet aussi. Et à l'année prochaine. Merci.